Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de Thomas Kuhn. Thomas Kuhn est un philosophe des sciences né en 1922. Il est connu pour son ouvrage La structure des révolutions scientifiques, publié en 1962. Un ouvrage qui a fait date dans la philosophie des sciences contemporaines. Un ouvrage qui a fait date parce que Kuhn y propose une vision de la science assez originale. Une vision qui va un peu à l'encontre des préjugés qui entourent la science et qu'on va tenter de comprendre aujourd'hui. Et pour la comprendre, je vais partir d'une phrase qu'on entend parfois, qui est comme une sorte d'adage populaire, qui dit « Tout est une question de perception ». Alors, tout est une question de perception, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire d'abord qu'on n'a pas tous la même perception des choses. Par exemple, on n'a pas tous la même perception du bien et du mal. On n'a pas tous la même perception de l'amour, de l'amitié, de la réussite. Et quand on parle de perception ici, on parle en fait de représentation. La perception, ça regroupe la sensibilité, le tempérament, les croyances. Et donc tout ça influe sur notre perception des choses, sur notre perception du monde ou de nous-mêmes. Maintenant, si on va un peu plus loin, tout est une question de perception, ça veut aussi dire que nos jugements proviennent de notre perception. C'est très important ça. Comprendre en quoi nos jugements, en quoi nos idées sont conditionnés par notre perception. Et qu'un désaccord dans les idées a très souvent comme origine profonde une différence de représentation. Quand on parle politique et qu'on s'écharpe sur des idées politiques, on s'écharpe sur des différences de représentation, sur des différences de sensibilité. On va être sensible à la condition des travailleurs, on va être sensible à la sécurité, à la liberté d'entreprendre. Ce n'est pas juste une question de connaissance sur le sujet. Alors oui, bien sûr, notre niveau de connaissance joue sur nos représentations. Mais on peut être très bien informé sur un sujet, et malgré tout ne pas partager la vision de quelqu'un d'autre qui sera tout aussi bien informé sur ce sujet. Il n'y a pas les bien informés d'un côté et les mal informés de l'autre. Il y a les sensibles à tel problème et les sensibles à tel autre problème. C'est une question de perception. D'ailleurs, quand on dit qu'on a évolué sur tel ou tel sujet, évolué au sens où nos opinions ont changé, où nos idées ont changé, c'est aussi parce que notre perception évolue. On va avoir une opinion sur un sujet, on va rencontrer quelqu'un qui va nous sensibiliser à son point de vue. Sensibiliser, ça veut bien dire rendre sensible. Et c'est alors que va s'amorcer le changement de notre opinion. Quand nos opinions changent, c'est que notre perception a changé. Comme quand Spinoza disait qu'on ne désirait pas une chose parce qu'on la trouvait bonne, mais qu'on la trouvait bonne parce qu'on la désirait. Pour Spinoza, ce n'est pas la pensée qui conditionne la perception, c'est la perception qui conditionne la pensée. Raison pour laquelle les débats sont très souvent stériles. Quand on débat, on cherche à plaquer sur une perception des idées qui sont le résultat d'une autre perception. Un débat, ça consiste à vouloir convaincre l'autre de nos conclusions sans essayer de le convaincre sur nos prémices. C'est compliqué. Et donc, tout est une question de perception. Thomas Kuhn nous dit, ça s'applique aussi en science. La science aussi fonctionne sur de la perception. Et alors là, évidemment, la première réaction, c'est de se dire, mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? En quoi la science est-elle une affaire de perception? La science, c'est objectif. C'est neutre. On utilise des instruments de mesure. On utilise des calculs mathématiques
justement pour éliminer tout ce qui relève de la perception subjective. Et puis, quand un phénomène se produit, tout le monde perçoit la même chose. Quand une cuillère tombe par terre, tout le monde est d'accord pour dire « une cuillère tombe par terre ». Quelle que soit notre perception de la cuillère, quelle que soit la perception associée au fait de tomber. On voit tous une cuillère en train de tomber. Donc qu'est-ce que la perception vient faire là-dedans? Eh bien justement, tout est là. Pour Kuhn, si la science est également une affaire de perception, c'est parce que, pour lui, toute recherche scientifique repose sur une certaine vision du monde. Et que, dans l'histoire, les scientifiques n'ont pas toujours eu la même vision du monde. Et cette vision du monde, c'est ce que Thomas Kuhn appelle un paradigme. Un paradigme, c'est un mode de représentation de la réalité. Un mode de représentation de la réalité qui fait que, placé face à un même phénomène, on ne va littéralement pas voir la même chose. Et j'insiste bien sur le verbe voir, parce que c'est celui qu'utilise Kuhn. Il nous dit bien, d'un paradigme à l'autre, c'est toute la vision du monde qui change. On ne perçoit pas la même chose. Et ce qu'on appelle couramment la science, c'est la production de connaissances dans le cadre d'un paradigme. En l'occurrence, du paradigme dominant. Je vais vous donner un exemple qui n'a rien à voir avec la science, juste pour vous faire comprendre cette idée de paradigme. Depuis la Révolution française, l'un des principes fondateurs de la République, c'est la liberté. La liberté individuelle. C'est cette liberté individuelle qui fait que vous pouvez vous habiller comme vous voulez, que vous pouvez vous marier avec qui vous voulez, ou que vous pouvez pratiquer la religion que vous voulez. La liberté individuelle est un droit fondamental. Et si on vous en prive, vous n'allez pas être content. Parce que vous avez intériorisé ce principe de liberté. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est de ce principe de liberté individuelle, par exemple, en Chine? En Chine, c'est pas pareil. En Chine, on n'a pas le même rapport à la liberté individuelle. On n'a pas la même perception. Parce que la culture est différente, parce que l'histoire est différente. Et donc ce qui nous paraît normal ici, ne paraîtra pas forcément normal à un Chinois. En Chine, il y a d'autres principes fondamentaux. Par exemple, la participation à l'effort collectif. L'idée que les actions individuelles participent à l'harmonie du tout. Ce ne sont pas des clichés, ce sont des héritages culturels. Alors évidemment, avec la mondialisation, tout ça tend un peu à s'homogénéiser. Les particularismes culturels tendent à s'estomper. Mais l'idée est là. Et l'idée c'est que, selon le paradigme culturel dans lequel vous naissez ou évoluez, vous n'allez pas avoir la même perception des choses. En Chine, les longues discussions à la machine à café, vous en verrez pas beaucoup. Parce qu'ils n'ont pas le temps. Parce qu'ils privilégient l'efficacité. On peut appeler ça de la soumission au grand capital, mais la soumission au grand capital, c'est une notion issue de notre paradigme. La liberté, l'égalité, la laïcité, c'est notre paradigme à nous. C'est notre univers à nous. Eh bien, ce que nous dit Kuhn, c'est qu'en science aussi, il y a des univers. En science aussi, il y a des systèmes de représentation. Et ces systèmes de représentation font qu'on ne verra pas le monde de la même façon selon le paradigme dans lequel on se situe. La signification qu'on va donner à un fait, elle va dépendre de la perception qu'on a de ce fait. Et on n'a pas tous la même perception d'un fait. Kuhn le dit très clairement, il dit « Les faits sont chargés de théories ». Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que quand vous assistez à un phénomène, vous allez l'interpréter à partir du référentiel dans lequel vous vous situez. Mais quelqu'un qui se situe dans un autre paradigme va pouvoir l'interpréter autrement. Kuhn va encore plus loin. Pour lui, les faits n'existent pas. Les faits n'existent pas au sens où ils n'existent pas sans un cadre paradigmatique à l'intérieur duquel ils prennent sens. Ce ne sont pas les faits qui créent les paradigmes, ce sont les paradigmes qui créent les faits. Voici une image. Que voyez-vous sur cette image? Dites-le moi en commentaire. Il y a deux possibilités. Soit vous voyez un canard, soit vous voyez un lapin. Peut-être que vous voyez les deux, mais qu'est-ce que vous avez vu en premier? Est-ce que vous avez vu le lapin ou est-ce que vous avez vu le canard? Le lapin-canard, c'est une image qui illustre ce qu'est un paradigme. Parce que c'est une image qui illustre la différence de perception. Et l'impossibilité pour une perception d'être en même temps une chose et une autre. Vous pouvez voir le canard, puis le lapin, ou le lapin, puis le canard, successivement, mais pas simultanément. Si vous êtes dans le paradigme canard, vous êtes obligé d'en sortir pour voir le lapin. Et inversement. Parce que le lapin-canard, ce ne sont pas deux images. C'est une seule et même image, c'est un seul et même fait, mais sur lequel peuvent se plaquer deux perceptions radicalement différentes. Et si on vous demandait de délimiter la partie qui représente le lapin et la partie qui représente le canard, vous seriez bien embêté. Parce que les parties se superposent. Parce que les parties se confondent. Il n'y a pas une partie lapin et une partie canard. Il y a les deux en même temps. Tout est une question de perception. Thomas Kuhn fait une analyse philosophique de l'histoire des sciences. Et il essaye de comprendre comment fonctionne la recherche en sciences. C'est intéressant, parce que ça témoigne d'une volonté de remettre en perspective la science, de ne pas en faire un absolu, de ne pas en faire un dogme. Et sa conclusion, c'est que la science n'est pas un processus d'accumulation du savoir, comme on pourrait le croire, mais qu'elle est un processus de passage d'un paradigme à un autre. Et que les savoirs qu'elle produit n'ont de sens et de valeur qu'à l'intérieur de ce paradigme. Autrement dit, la science n'est pas quelque chose qui est, la science est quelque chose qui devient. Elle est un renversement permanent d'elle-même. Une révolution permanente. Donc là, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais ce que fait Thomas Kuhn, c'est quand même pas rien. Il introduit la notion de relativité des savoirs scientifiques. Et oui, parce que si la science se caractérise par le passage incessant d'un paradigme à un autre, ça veut dire que, de même que ce qui était vrai hier n'est plus vrai aujourd'hui, ce qui est vrai aujourd'hui ne sera plus vrai demain. Mais ça, c'est un problème. Dans la formulation même de cette phrase, il y a un problème. Parce que comment une chose vraie pourrait ne plus être vraie? Le vrai, il est vrai tout le temps. Sinon, il n'est pas le vrai. Donc quand on dit qu'une chose est vraie, ça ne devrait pas seulement être le cas dans le contexte où on le dit. La vérité n'est pas circonstancielle. Sinon, elle n'est pas une vérité. Sinon, elle est une croyance. Seulement une croyance. Une croyance collective, une croyance généralisée, certes, mais une croyance quand même. Alors Kuhn ne parle pas directement de croyance, ou tout du moins, ce n'est pas cette notion qu'il met en avant. Il préfère parler de vision. Un paradigme, c'est une vision du monde. Parler uniquement de croyance
ce serait réducteur, parce que ce serait sous-entendre qu'un paradigme n'est qu'une affaire d'idées. Alors que non. Un paradigme, c'est aussi une affaire de perception. Une affaire sensorielle. Et puis, il y a aussi que, quand on parle de croyance, on induit l'idée que ce serait quelque chose de faux. Ou en tout cas que ce serait quelque chose qu'on aurait tort de croire. Un peu comme quand Platon explique que la croyance est ce qui nous éloigne de la connaissance. Mais en fait, non. Une croyance n'est ni vraie ni fausse en soi. Elle est vraie dans un certain paradigme et elle est fausse dans un autre paradigme. Elle est vraie du point de vue d'un certain mode de perception de la réalité et elle est fausse du point de vue d'un autre mode de perception de la réalité. Vous voyez la différence? C'est ça, la relativité des savoirs. Un savoir est vrai en tant qu'il s'insère de façon cohérente dans son cadre paradigmatique. Alors, il va quand même falloir qu'on donne quelques exemples de paradigmes scientifiques pour illustrer tout ça, parce que sinon ça risque de vous paraître un peu abstrait. Exemple de paradigme, l'évolution. Pourquoi c'est un paradigme? Parce qu'avant que l'idée d'évolution ne soit introduite en science, je parle ici de l'évolution biologique des espèces, avant que cette idée ne soit introduite, on avait une vision fixiste du monde. Fixiste, ça veut dire qu'on ne concevait pas, qu'on n'envisageait pas que la nature soit en mouvement, et que les espèces vivantes elles-mêmes soient en mouvement. Alors il y a eu des théories mobilistes de la nature dans l'Antiquité, par exemple chez Démocrite. Le mobilisme, c'est le précurseur philosophique de l'évolutionnisme. Mais ces théories sont restées minoritaires, et de ce fait, elles n'ont pas entraîné un changement de paradigme. Donc jusqu'au XVIIIe siècle, l'idée d'une évolution des espèces était totalement inaudible. D'autant qu'elle se heurtait à la vision chrétienne, à la vision créationniste, qui énonce que l'homme a été créé à l'image de Dieu, et que donc l'homme ne peut pas être le fruit d'une évolution. Donc quand Lamarck a commencé à parler d'évolution des espèces vivantes, ce qu'on appelait alors le transformisme, vous imaginez bien que Lamarck, on l'a regardé de travers. On l'a regardé comme un fou. Parce qu'il faut être fou pour faire reposer une théorie scientifique sur un renversement complet de tous les savoirs établis. Quand une théorie contredit tout ce qu'on sait, qu'est-ce qui est le plus probable? Que tout ce qu'on pensait savoir était faux, ou que c'est cette nouvelle théorie qui est fausse? Eh bien, une révolution scientifique, c'est quand une théorie nouvelle contredit les savoirs établis, mais que sa confirmation oblige à remplacer l'ancien paradigme au profit d'un nouveau. Et pour ce qui est de l'évolution, ce sont les découvertes de Darwin qui vont obliger la communauté scientifique à changer de paradigme. Autre exemple de paradigme, l'héliocentrisme. L'héliocentrisme, c'est-à-dire l'idée selon laquelle c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et non pas l'inverse. L'inverse étant le géocentrisme. Donc là, on parlera par exemple de Giordano Bruno, au XVIe siècle. Giordano Bruno qui a quand même fini sur le bûcher pour avoir soutenu ses thèses héliocentristes avec un peu trop d'insistance. Parce que le monde n'était pas prêt. Donc heureusement, il y aura Copernic, il y aura Kepler, Galilée, pour confirmer les thèses de Giordano Bruno, parce que sinon, pas sûr que le changement de paradigme se serait produit. Et donc quand Kuhn dit que lorsqu'on change de paradigme, c'est toute la vision du monde qui change, il faut le prendre au sens littéral du mot vision. On ne voit plus la même chose. La réalité reste la même, mais la perception de cette réalité n'est plus du tout la même. En clair, après un changement de paradigme, on ne vit plus dans le même monde. Kuhn prend un exemple.
Il dit, quand Aristote regardait un pendule se balancer, et quand Galilée regardait un pendule se balancer, en réalité, ils ne voyaient pas la même chose. Alors, ils voyaient la même chose au sens où matériellement, c'est le même phénomène, mais visuellement, sensoriellement, ce n'est pas le même phénomène. Thomas Kuhn nous dit que quand Aristote regardait un pendule, il voyait un corps entravé dans sa chute. Le mouvement de balancier, c'était pour Aristote l'effet d'une chute qui n'arrive pas à s'effectuer. Alors que quand Galilée regardait un pendule, il voyait un corps qui persévère dans son mouvement. Il voyait un corps doté d'une force dynamique. Et ça change tout. C'est comme si je vous disais que quand vous voyez les branches d'un arbre se plier sous l'effet du vent, en fait, c'est pas le vent. C'est l'arbre qui danse. Bon, vous aurez beau dire que matériellement, il s'agit d'un seul et même phénomène. En réalité, ça change tout. Et pour en revenir à la différence entre Aristote et Galilée, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le paradigme de Galilée n'est pas simplement une amélioration du paradigme d'Aristote. C'est un dépassement du paradigme d'Aristote. De même que l'électricité n'est pas une amélioration de la bougie. C'est un nouveau rapport à la lumière. Et c'est ce qui fait dire à Kuhn que l'une des caractéristiques des paradigmes, c'est leur incommensurabilité. Incommensurable, ça veut dire qui n'a littéralement aucun rapport, qui est tellement différent, tellement autre, qu'on ne peut même pas établir de point de contact. C'est comme vouloir expliquer le passage d'une banane à la liberté. Ça n'a pas de sens. Et c'est ce qui fait que quand on change de paradigme, on ne peut pas dire, rigoureusement parlant, ce qui était vrai et ce qui était faux dans l'ancien paradigme. Parce qu'un paradigme, ça ne se découpe pas. On ne peut pas le fractionner. Il faut penser la notion de paradigme en termes de regard. C'est le regard qui change. Et quand le regard change, tout change. Vous vous souvenez de cette scène du film Le cercle des poètes disparus, quand Robin Williams monte sur son bureau et qu'il encourage ses élèves à en faire de même pour, je cite, « ne pas oublier qu'on doit s'obliger sans cesse à tout regarder sous un angle différent. » C'est ça, changer de paradigme. Changer son angle de perception. Et dès lors qu'on change son angle de perception, on voit un monde différent. Notre univers mental se transforme. L'empathie, la véritable empathie, pas simplement le transfert de son point de vue sur l'autre, la véritable empathie, c'est adopter le point de vue de l'autre. C'est se glisser dans sa peau, c'est épouser son âme et sa rétine. C'est difficile. Mais fondamentalement, c'est ça. Alors, Thomas Kuhn ne dit pas que science égale empathie, mais dit que la modification du regard est un élément constitutif de la science. Il dit que la science ne peut progresser qu'à la condition d'un basculement permanent de sa perspective, et que la production scientifique est tributaire d'un contexte psychologique, d'un contexte cognitif, et même d'un contexte social. Un paradigme, c'est tout ça à la fois. Par exemple, Kuhn explique que les jeunes chercheurs, parce qu'ils sont installés depuis moins longtemps dans un paradigme, auront plus facilement tendance à souligner ses failles, à en voir les limites, et que donc les jeunes chercheurs sont sociologiquement plus disposés à initier un changement de paradigme. Ça paraît idiot, mais quand on y réfléchit, ça a du sens. Effectivement, quand on est habitué à un modèle, quand on y est confortablement installé,
on a moins tendance à vouloir en changer. Et la communauté scientifique, ça reste des êtres humains. Des êtres humains soumis aux mêmes biais et aux mêmes influences que les autres. Donc Kuhn tient compte, dans son analyse, de la dimension psychosociale de la recherche. Du fait que les chercheurs sont des êtres incarnés. Et que la force d'un paradigme tient aussi à la force avec laquelle on cherche à le maintenir. Ce n'est pas seulement l'échec du paradigme qui détermine son remplacement. C'est d'abord la constatation de cet échec. La science, c'est comme les accidents de voiture. S'il n'y a pas de constat, il n'y a pas eu d'accident. Si la science rencontre un problème, mais que la majorité des scientifiques préfèrent minimiser l'importance de ce problème, voire ne pas le considérer comme un vrai problème, la révolution mettra du temps à arriver. Proposer un modèle alternatif, socialement, c'est pas toujours évident. Tant qu'une idée nouvelle n'est pas admise, elle est rejetée. Autrement dit, il y a aussi, dans la pratique sociale de la science, un conformisme. Remettre en cause un modèle, c'est remettre en cause la norme. Et remettre en cause la norme, c'est remettre en cause tout un appareil social, toute une autorité sociale. L'idée d'une communauté scientifique imperméable et insensible aux déterminants humains, c'est très naïf. Et c'est même assez dangereux parce que ça pousse à croire que la parole des scientifiques vaut comme parole d'évangile. Ce contre quoi Kuhn nous met en garde, c'est l'absolutisation du discours scientifique. Absolutisation qui mène à la sacralisation. Non, les savoirs scientifiques ne sont pas gravés dans le marbre. Ils ne sont pas des vérités intangibles. Ils sont des vérités provisoires. Des vérités jusqu'à ce qu'on change de paradigme. Et dire ça, ce n'est pas faire injure à la science. Ce n'est pas dire « la science raconte n'importe quoi ». Ni même « la science se trompe ». Parce que pour pouvoir dire « la science se trompe », encore faut-il avoir défini une vérité par rapport à laquelle elle se trompe. Dire « la science se trompe », c'est dire « il existe des vérités intangibles ». Or, ce que nous dit Thomas Kuhn, c'est justement que l'ambition d'atteindre une vérité intangible en science n'a pas de sens. Puisqu'on se situe toujours dans un certain paradigme qui, en tant que tel, possède ses limites et ses lacunes. En science, il n'y a pas de point de vue omniscient. Il n'y a pas de point de vue neutre ou objectif. Il n'y a que des modèles normatifs. Il n'y a que des angles de vue. Et encore une fois, c'est pas un problème. On ne demande pas à la science de tout expliquer. On demande à la science de progresser. Et pour Kuhn, le progrès des sciences ne consiste pas dans une augmentation indéfinie des connaissances. Il consiste dans un mouvement permanent, dans un déplacement permanent d'un paradigme à un autre, à chaque fois que le paradigme en vigueur montre ses limites. Ce n'est pas parce que la science ne peut pas atteindre la vérité absolue qu'elle n'est pas bénéfique. Elle est bénéfique à la compréhension, elle est bénéfique aux découvertes, et elle est bénéfique dans ses applications. Si les savoirs scientifiques n'étaient seulement qu'un ramassis de croyances, on n'aurait pas Internet. On ne prendrait pas l'avion. Il faut bien que la science ait compris 2-3 trucs sur le fonctionnement de l'univers pour qu'un avion décolle. Donc la relativité des savoirs scientifiques ne remet pas en cause l'utilité des savoirs scientifiques. Elle les remet simplement en perspective. Alors effectivement, il y a dans le lexique scientifique des mots qui nous induisent en erreur et qui nous font croire que la science a bel et bien une prétention absolutiste. Par exemple, le fait de parler de lois physiques ou de lois astronomiques. Ça donne une impression d'intangibilité.
Et donc quand cette intangibilité commence à s'affaisser, autrement dit quand on commence à s'apercevoir qu'une théorie scientifique est finalement peut-être invalide, parce qu'elle ne cadre plus avec les données observables, on sait qu'il va falloir remplacer le paradigme. Et donc admettre que jusqu'à aujourd'hui, on était dans l'erreur. Qu'on était sûr et certain que ce modèle était le bon parce qu'il fonctionnait, et que maintenant, il ne fonctionne plus. C'est difficile. Imaginez, on étudie un phénomène, on arrive à trouver une loi qui explique ce phénomène, on utilise cette loi, on crée des applications à partir de cette loi, bref, elle fonctionne. Et un beau jour, on se rend compte qu'en fait, non, la loi n'était pas bonne. Parce qu'on vient de rencontrer un phénomène qui ne cadre pas avec cette loi. C'est ce qui s'est passé avec Galilée. Avant Galilée, on pensait que la vitesse à laquelle un corps chute dépendait de sa masse. Que plus un objet était lourd, et plus il tombait vite. Galilée a démontré qu'en fait, non. La masse n'a pas d'incidence sur la vitesse de la chute. Parce que l'inertie et l'attraction se compensent. Donc avant que Galilée n'établisse cette loi, on fonctionnait sur un modèle faux. Un modèle faux, mais qui fonctionnait suffisamment pour qu'on n'ait pas besoin de le remplacer. Croire que les objets tombent à des vitesses différentes selon leur masse, jusqu'au XVIIe siècle, ça n'entravait pas la recherche. Ça n'entravait pas l'explication des phénomènes physiques. Pour qu'un savoir soit remis en cause, il faut que son caractère faux, ou que son caractère incomplet, produise des anomalies pratiques. Il faut que son caractère faux se remarque. Sinon, il n'y a pas de raison de le corriger, puisqu'on ne voit pas qu'il est faux. C'est ça que nous dit Kuhn. La remise en cause d'un savoir est toujours le fruit d'une anomalie dans la pratique, d'un empêchement, d'un obstacle. Et l'observation d'une anomalie va initier l'entrée dans une période que Kuhn va appeler une crise. La science est faite de crises. Et ces crises ne sont pas en soi négatives. Elles sont négatives du point de vue de la communauté scientifique qui vit une crise, qui voit toutes ses certitudes voler en éclats, qui se dit que c'est pas possible d'avoir cru aussi longtemps quelque chose qui en réalité était faux. Mais du point de vue de l'histoire des sciences, ces crises sont positives. Parce que quand une crise se produit, ça veut dire qu'il va falloir s'activer les neurones pour trouver une explication. Une crise, ça oblige la communauté scientifique à innover. À innover pour résoudre l'anomalie et ainsi surmonter la crise. La science est fondamentalement dialectique. Elle convertit des anomalies en progrès. La crise, c'est le moteur du progrès scientifique. Donc selon Kuhn, la science n'est jamais autant la science que quand elle est face à une crise. Quand elle est face à un ensemble d'anomalies qui vont la contraindre à changer de modèle. Je dis bien changer de modèle et non pas changer le modèle. Puisque quand on modifie un modèle, quand on modifie un système, c'est tout le système qui se modifie. Un système n'est un système que parce qu'il y a interdépendance des éléments qui le constituent. Un élément qui change, et c'est tout le système qui saute. Donc quand il y a anomalie, que ces anomalies persistent au point de produire une crise, le paradigme en vigueur est obligé d'abdiquer. Et il sera remplacé par un nouveau paradigme. C'est ça que Thomas Kuhn appelle la structure des révolutions scientifiques. On a un modèle, ce modèle fonctionne, c'est-à-dire il permet de produire de la connaissance, il permet de résoudre des énigmes, de faire des découvertes, et puis un jour, problème. Une anomalie. Le modèle se heurte à une incompréhension. À une incompréhension structurelle. C'est la crise. Des modèles alternatifs
font leur apparition, ils entrent en concurrence les uns avec les autres, jusqu'à ce qu'un de ces modèles alternatifs réussisse à résoudre les anomalies. À ce moment-là, le modèle alternatif devient le nouveau modèle dominant. Il devient le nouveau paradigme. Une révolution scientifique, c'est quand une ancienne conception est révolue. C'est-à-dire qu'elle génère trop d'anomalies pour pouvoir être conservée. Quand un modèle est révolu, il y a révolution. Donc on remplace le modèle par un nouveau modèle plus complet. Et une fois installé dans ce nouveau modèle, on recommence. On recommence, c'est-à-dire, on reprend la recherche. Et on va découvrir et expliquer tout un tas de choses, aussi longtemps qu'on ne rencontrera pas d'anomalies. C'est ce que Kuhn appelle la science normale. La science normale, c'est la science normée. La science sur ses rails, où tout fonctionne, où tout est conforme aux prédictions. Et puis un beau jour, aïe, une anomalie, un imprévu. Le modèle présente une faille. Il est fissuré. Et un modèle qui se fissure, ce n'est pas un modèle qu'on va réparer. On va pas colmater. On va au contraire creuser la fissure, élargir la fissure, jusqu'à ce que le modèle s'effondre, afin de pouvoir remplacer le modèle. C'est ça pour Thomas Kuhn, l'histoire des sciences. Une alternance de moments productifs et de moments critiques. La science normale et la science révolutionnaire. Et quand la science est en crise, c'est que tout va bien. C'est que tout va bien parce que ça veut dire que la science va bientôt connaître une révolution. Et qu'on entrera bientôt dans une ère de renouvellement des connaissances. Je cite. Les révolutions politiques commencent par le sentiment croissant, parfois restreint à une fraction de la communauté politique, que les institutions existantes ont cessé de répondre d'une manière adéquate aux problèmes posés par un environnement qu'elles ont contribué à créer. De semblable manière, les révolutions scientifiques commencent avec le sentiment croissant, souvent restreint à une petite fraction de la communauté scientifique, qu'un paradigme a cessé de fonctionner de manière satisfaisante pour l'exploration d'un aspect de la nature sur lequel ce même paradigme a antérieurement dirigé les recherches. Dans le développement politique comme dans celui des sciences, le sentiment d'un fonctionnement défectueux, susceptible d'aboutir à une crise, est la condition indispensable des révolutions. Nous nous proposons de démontrer que, dans l'évolution des sciences, l'étude historique du changement de paradigme révèle des caractéristiques tout à fait semblables. Comme le choix entre des institutions politiques concurrentes, celui qui doit s'effectuer entre des paradigmes concurrents s'avère être un choix entre des modes de vie de la communauté qui sont incompatibles. De ce fait, il est impossible que ce choix soit déterminé simplement par des procédés d'évaluation qui caractérisent la science normale, puisque ceux-ci dépendent en partie d'un paradigme particulier, lequel, précisément, est mis en question. Quand les paradigmes entrent, ce qui arrive forcément, dans une discussion sur le choix du paradigme, leur rôle est nécessairement circulaire. Chaque groupe se sert de son propre paradigme pour épuiser ses arguments de défense. Le savant qui s'efforce de résoudre un problème défini par le savoir et les techniques existants ne cherche pas simplement au hasard autour de lui. Il sait ce qu'il veut réaliser. Il conçoit son appareillage et oriente ses réflexions en conséquence. Une nouveauté inattendue, une découverte nouvelle, ne peuvent apparaître que dans la mesure où ce qu'il attend de la nature et de ses instruments se trouve démenti, et l'importance de la découverte qui en résulte sera souvent proportionnelle à l'étendue et à la ténacité de l'anomalie qu'il a annoncée. Donc, de toute évidence, il faut bien qu'il y ait conflit entre le paradigme qui a permis d'apercevoir l'anomalie et celui qui fera d'elle un phénomène conforme à la loi. Les exemples de découvertes accompagnés d'abandon de paradigme ne sont pas de simples hasards historiques. Il n'y a pas d'autre façon efficace de promouvoir les découvertes. Ce qu'il faut retenir de tout ce que nous dit Thomas Kuhn, c'est qu'en matière de connaissances,
Augmentation n'est pas toujours synonyme de progrès. La science ne progresse pas forcément en augmentant ses connaissances. Elle progresse aussi quand elle rencontre une limite, quand elle est en échec, quand elle s'aperçoit, et surtout quand elle admet que ce qu'elle croyait vrai ne l'était en réalité pas tout à fait. C'est là que tout se joue. Être capable de remise en cause. Être capable de cette humilité qui fait que lorsqu'on s'aperçoit qu'on s'est trompé, on n'en fait pas une affaire personnelle. Parce que ça arrive. Et que l'erreur, comme la science, est humaine. L'histoire des sciences n'est pas une flèche. Ce sont des boucles. L'histoire des sciences avance, mais elle n'avance que par des mouvements de retour sur elle-même. Elle n'avance qu'en rebroussant constamment son propre chemin. Grâce aux crises qu'elle rencontre et qui l'obligent à devenir une meilleure version d'elle-même. La crise qui conclut un cycle en même temps qu'elle initie un nouveau cycle. Au fond, la science est comme l'être humain. Elle a besoin de chuter pour pouvoir mieux se relever. Je vous remercie.